Alors, en manchette aujourd'hui, le directeur de la santé publique de Lanaudière fait le point sur la COVID. Il y a encore des questions au sujet de l'achat de l'église à Sainte-Élisabeth. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 18 septembre. Alors tel qu'indiqué en manchette, hier, en fin d'après-midi, le directeur régional de la santé publique dans Lanaudière, le Dr Richard Lessard, a brossé un portrait de la situation de la COVID-19 dans la région lors d'une vidéoconférence organisée pour les représentants des médias. Voici l'essentiel de son message. Il me fait plaisir de vous présenter la situation dans Lanaudière. Alors d'emblée, je vous dis que nous sommes dans la région verte, dans la couleur verte, et nous sommes toujours verts parce que nous avons en moyenne moins de 10 cas par jour, donc moins de 70 cas par semaine, ce qui nous met en deçà de la limite, disons, pour la zone jaune, là, de 20 cas par million. Alors, on a eu des augmentations importantes dimanche et lundi dans le nombre de cas, mais ça s'est rétabli à 6 par jour lundi et mardi. De telle sorte qu'au total, la situation va relativement bien dans notre région, présentement en tout cas. Alors, il n'y avait pas de quoi, au moment où on se parle, passer à la zone jaune, parce qu'il n'y a pas encore d'augmentation significative. Les cas que nous avons proviennent présentement de parties privées, où les gens se sentent à l'aise et c'est permis là, de faire des rencontres de 10 personnes et moins de 3 familles différentes, mais je pense que ce que les personnes oublient quand elles sont à 10, ce sont les mesures de distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains. C'est pas parce qu'on est 10 et que c'est permis d'être 10 qu'il faut oublier les autres mesures. Et ça fait une différence très importante dans la transmission du virus. C'est ce qu'on a vu du moins au cours des dernières semaines. On n'a pas présentement de grosses éclosions. Ce que nous avons, ce sont des petites éclosions, en particulier en milieu de travail, et on arrive assez rapidement à retracer les personnes et leur demander de s'isoler. Le milieu scolaire, comme vous le savez, c'est reparti, l'école est recommencée, et les nouvelles sont plutôt bonnes de ce côté-là aussi. Dans l'ensemble de la Lanaudière, on n'a qu'une vingtaine de cas d'élèves dans différentes écoles. Et il n'y a que dans 2 écoles où il y a ce qu'on appelle une éclosion. Et une éclosion, pour nous, là, c'est 2 cas, mais qui ont été attrapés à l'école. C'est pas un cas qui l'a attrapé à la maison, puis une autre à l'école. Donc, on déclare une éclosion dans une école quand la source de l'infection est dans l'école. Et présentement, on n'a que 2 situations là, par rapport où il y a éclosion, et c'est stable depuis quelques jours. Donc, dans les écoles, présentement, il n'y a pas vraiment de problème dans la Lanaudière. Évidemment, ce n'est pas simple pour les professeurs et pour les administrations scolaires, mais globalement, ce n'est pas le COVID là, qui crée des difficultés. Bon, il y a beaucoup d'absentéisme en milieu scolaire parce que ce que nous avons fait, c'est que nous avons, pour être capable d'être en amont des problèmes, pour les voir venir et réagir rapidement, on a mis en place un système avec les commissions scolaires qui nous permet de connaître à chaque jour le nombre d'enfants absents. Et à partir du nombre d'enfants absents, et compte tenu également de l'information que nous avons d'autre part, à savoir s'il y a un cas infecté dans l'école, bien, on fait des démarches supplémentaires auprès de l'école et des parents pour bien comprendre la situation et intervenir rapidement. Mais présentement, comme je vous le disais, ce sont des cas isolés dans différentes écoles, et nous n'avons pas eu à intervenir de façon plus importante. Si je reviens dans Lanaudière globalement, les cas se situent essentiellement dans les MRC de l'Assomption et des Moulins et de Joliette, et plus précisément à Terrebonne, Repentigny et Joliette, encore une fois, qui, vous vous rappelez, lors de la première vague, démontrait un nombre de cas plus important pour 100 000 au ratio de 100 000 habitants, nombre de cas par 100 000 habitants, que dans le reste de la région. Et c'est encore le cas présentement. Alors, il va falloir, on essaie de voir présentement également
quelles sont les causes. On s'est aperçu que c'était principalement des parties privées, comme je l'ai mentionné, et nous allons intervenir probablement par les médias au cours des prochains jours pour rappeler, en plus de ce que le gouvernement fait, les mesures de distanciation sociale, en particulier dans la ville de Joliette et aux alentours, où on retrouve présentement un nombre de cas qui est supérieur à la moyenne régionale, disons. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Alors, vous l'aurez compris, la situation va relativement bien dans la Naudière à comparer à d'autres régions, mais il faut demeurer prudent. Ça pourrait changer rapidement. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour ce vendredi 18 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Réjeanne Latour. Et en fin de semaine, samedi le 19 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Laurent Courchaine, Gaëtane Latour, Francine Bacon, Jacqueline Tousignan et Mario Gaboury. Et pour ce qui est du dimanche 20 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Patrick Thibault, Carole Courchaine et Normand Hull. Alors, une très belle fête à toutes ces personnes. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, parmi les citoyens qui ont signé la pétition demandant de prolonger le processus de consultation publique au sujet de l'achat de l'Église par la municipalité à Sainte-Élisabeth, il y a encore des questions qui sont soulevées. Nous avons discuté mardi par vidéoconférence avec 2 de leurs représentants alors qu'ils ne savaient pas encore si les questions qu'ils ont acheminées au Conseil avaient été répondues durant la séance tenue de façon virtuelle lundi soir et pas encore disponible en ligne. Voici donc la première partie de l'entrevue qu'ils nous ont accordée. Nous rejoignons par vidéoconférence ce matin Solange Touga et Christian Fallu, 2 des signataires de la pétition déposée au Conseil et qui demandaient notamment à ce que le processus de consultation soit prolongé et que des rencontres d'information soient organisées dans une salle permettant aux citoyens de s'exprimer autrement que par Internet. D'abord, peut-être qu'on pourrait expliquer un peu davantage pourquoi le processus de consultation mis en place par la municipalité n'était pas adéquat selon vous. Peut-être qu'au départ, c'est important de dire que nous, on est 2 ce matin qui vous parlons, mais il y a un regroupement de citoyens et citoyennes d'à peu près 15 personnes. Puis, à partir, oui, il y a eu une consultation dite publique par la municipalité via Internet. On pouvait communiquer par la municipalité, mais c'était un peu compliqué. Il fallait prendre rendez-vous. Donc, nous, ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'il y a eu une pétition, c'est qu'on dit que c'est pas vraiment une consultation publique. Une consultation publique, c'est du monde qui peuvent se parler, échanger, questionner pour après se faire une idée. Parce que des fois, on chemine quand on parle avec d'autres personnes. Fait que nous, on trouvait important parce que c'est une décision importante, l'achat de l'Église, et jamais on a pris position par rapport à cet achat-là.
Mais ce qu'on a dit, c'est que ça prend une consultation publique. La pétition demandait au conseil de faire un sursis, de consulter la population et pour après faire un référendum. Et il y a 326 personnes qui ont signé cette pétition-là. Peut-être juste rajouter, nous, on considère plus que c'était un sondage. Là, on parle c'était un sondage en plein milieu de l'été, entre le 14 juillet et le 14-15 août, 24 août, mais où, en plein été, dans la période des vacances. Nous, on considère que c'est un sujet qui aurait mérité des consultations publiques live, là, dans le sens en personne, en fonction de la pandémie, c'est sûr, avec les règles appliquées de la santé publique, mais on aurait pu faire des rencontres de petits groupes. On aurait pu même les faire à l'église comme telles, où il y a de l'espace en masse pour pouvoir la distinction de toutes les personnes. Mais il aurait pu avoir une vraie, comme on dit Solange, des vrais échanges. Parce qu'on n'est pas nécessairement ni pour ni contre. Là. Je veux dire, il y a quelque chose qui est un centre communautaire. Je pense que c'est nécessaire pour un petit village comme le nôtre. Mais quelle façon de le faire? Et aussi, financièrement, dans quoi qu'on s'embarque, ça, il y a des détails qu'on n'a pas. On a beaucoup de détails qui nous manquent par rapport à les informations. On aurait juste voulu changer avec le conseil de ville par rapport à ça. Mais ça, en faisant un sondage en plein milieu d'été, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'enrichissement du débat comme tel autour de la question de l'Église par la municipalité. C'est pour ça qu'on a fait la pétition. Puis la pétition, il faut être clair, là. Quand nous rencontrions les gens, on leur disait clairement, contrairement à ce que le maire a dit, il y a une consultation présentement qui se fait sur Internet, sur le site de la municipalité, mais ça se fait en plein été. Nous, on juge que ça prend des consultations publiques, 1, 2 ou 3. Et ensuite, on parlait même dans la pétition d'un référendum pour que les gens se prononcent sur cette acquisition-là. Parce qu'on n'a pas eu de réponse en nous disant que notre pétition n'était pas valide pour le monsieur le maire, là, lors de votre entrevue que vous avez fait avec lui. Là. Est-ce que vous avez participé à la consultation virtuelle? Oui. Oui, il y a plein de personnes qu'on a rencontrées. D'ailleurs, on incitait, toutes les personnes qu'on a rencontrées, on les incitait à aller répondre à la consultation en spécifiant qu'on demandait une consultation publique parce qu'il y avait d'autres questionnements. Et c'est sûr qu'il y avait des chiffres, là, c'est ce que M. le maire a dit, il y avait déjà des chiffres de présenter, mais ces chiffres-là suscitent des questionnements. Il y a même un citoyen qui a été très, très longtemps bénévole à l'Église, qui a envoyé une lettre posant des questions parce que lui, il connaît très bien le fonctionnement de l'Église. Il a mis beaucoup d'énergie pour certains travaux et il questionnait ça parce qu'il manquait d'informations. Donc, oui, il y avait de l'information, M. le maire a raison là-dessus, mais il y avait aussi des questionnements qui étaient légitimes de la part des citoyens. Est-ce vrai là, ce qu'avançait le maire l'autre jour, à savoir que certaines personnes auraient subi des pressions, voire même presque des menaces pour signer la pétition? Non, on doit-tu répondre à ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Non, aucunement, je ne sais pas. On a fait ça vraiment, on s'est séparé ça, chacun des rangs, le village. On était jusqu'à 20 personnes qui s'est promenées en travers du village pour signer. Puis je n'ai jamais entendu parler de pression auprès des pression. Quelle mesure que nous avons pour faire la pression? On est des citoyens ordinaires qui, effectivement, ont intérêt à des grands enjeux de la municipalité. C'est juste ça qu'on a, mais on n'a pas. Comme quelle menace qu'on peut faire, effectivement, comme groupe de citoyens. Et que pensez-vous de la réponse du maire à savoir qu'il ne pouvait pas prolonger le processus de consultation jusqu'en septembre, puisque la fabrique avait mis comme limite pour avoir une réponse le 1er septembre, sinon elle aurait pu vendre le bâtiment et le terrain à un autre acheteur? Mais ça aussi, là, tu sais, tous, on est dans la pandémie, on a tous changé nos façons de faire. Bon, moi, dans mon travail, on travaille autrement. On a tout réorganisé. Je pense que la municipalité aurait pu, de façon très légitime, demander à la fabrique, donnez-nous encore un peu de temps cet automne, parce que les mesures ont quand même changé. Les données gouvernementales par rapport aux municipalités ont changé. On aurait pu demander un certain temps encore à la fabrique pour vraiment consulter publiquement. Moi, je pense que c'est pas vraiment une raison, là, surtout dans ce contexte spécial-là où tout le monde change ses façons de faire. Qu'est-ce que ça aurait été pour la municipalité d'assumer, mettons, pendant la période de consultation, le chauffage, l'électricité pour les mois d'octobre et novembre?
ça n'aurait pas été une grande dépense pour pouvoir effectivement plus consulter ces citoyens comme tels. Il y avait des moyens, sauf qu'ils ont, comme dit Solange, la pandémie ne justifie pas tout. Là. Non. Et maintenant, vous adressez une série de questions au Conseil à propos de l'achat. Pouvez-vous nous en parler? Parce que là, les questions, normalement, étaient adressées au Conseil d'hier soir. Oui. Parce que présentement, on n'a pas, j'ai pas, dans mon POUCOP, à moi, je n'ai pas visionné le site de la ville pour voir effectivement est-ce qu'ils ont répondu oui ou non à nos questions. C'est sûr qu'il y a des questions qu'on aurait pu poser publiquement et échanger. Parce que c'est pas. On ne veut pas mettre le maire et le conseil dans un coin puis leur dire, ou les beurrer dans un coin. Puis on voulait juste échanger nos inquiétudes. Parce que nous aussi, on croit à la vie communautaire de la municipalité, mais à quel prix? Puis c'est quoi l'impact qu'il va avoir sur nos comptes de taxes? Dans quoi qu'on s'embarque comme. Est-ce que c'est un éléphant blanc ou non? Tout est structuré, puis ça peut aller vers quelque chose de très bien pour la municipalité. Mais pour l'instant, la série de questions s'adressait un peu dans ce sens-là. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont répondu ou non aux questions. Pouvez-vous donner des exemples de ces questions-là, s'il vous plaît? Oui, on peut en donner. Je peux vous en lire même quelques-unes. Je les ai ici. Entre autres, on demandait s'il y avait eu une étude vraiment sur les besoins de la population qui justifiait l'acquisition de l'Église, puis si ça s'inscrivait dans un plan de développement plus large pour la municipalité. On posait des questions par rapport à l'infiltration d'eau et des pompes. Là. Comme je vous ai dit tantôt, il y a un citoyen qui a beaucoup travaillé bénévolement pour l'Église et qui questionnait cet élément-là. Est-ce que aussi, pourquoi la municipalité n'a pas tenu compte de deux? Parce qu'il y a eu un référendum, il y a eu une demande de référendum aussi en 2019 qui a été déposée au conseil municipal. Il y avait 241 signatures, puis là, celle-là, 326 signatures, puis bien, il n'y a pas eu de... Le conseil n'a pas tenu compte de ces référendums, de ces demandes-là. Puis on demandait si on pouvait prendre connaissance de l'entente qu'il y aura entre la fabrique et la municipalité. Il y en a d'autres. Alors, la semaine prochaine, je profiterai de quelques jours de congé bien mérité et ma collègue Danielle Yvon tiendra le fort. Elle devrait vous présenter la suite de cette entrevue ainsi que l'entrevue que j'ai réalisée avec le maire Louis Bérard où les questions soulevées par ces citoyens sont abordées. Maintenant, sortie de fin de semaine, comme vous le savez, là, ma collègue Danielle Yvon a pris le relais de nos étudiants retournés en classe pour vous présenter des suggestions d'activités à faire dans la région en fin de semaine. Voici ces suggestions. Merci François. On vous parle un peu des activités à faire en fin de semaine. En fin de semaine, c'est le début des Journées de la culture à travers tout le Québec, mais plus spécifiquement dans la région de la MRC d'Autrey. On parle d'une exposition d'art visuel, un symposium et concert de Zazou par l'atelier Les Tous-Arts. Cette activité se tiendra le samedi 26 octobre. Le symposium sera de 14h à 18h et ça se passe à Saint-Didas. Maintenant, vous avez aussi les paysages d'ici par l'artiste Béatrice Salsa qui est présentée à la bibliothèque de Lavaltrie et ce vendredi et toute la fin de semaine à la bibliothèque de Lavaltrie. Maintenant, la maison Rosalie Cadron, toujours dans le cadre des Journées de la culture, présente plein feu sur le tissage fléché et fabrication de copes. On a entendu parler que c'était des traditions qu'on voulait garder ici dans la région. Et les ateliers vont se tenir dimanche le 27 septembre à 10h, à 11h15 et à 14h. Vous pouvez toujours téléphoner à la maison Rosalie Cadron au 450-586-2727. Maintenant, sortir des sentiers battus, faire carrière dans le domaine culturel par la bibliothèque Louis et Mont-Annelay. Et cette activité-là se passe encore à Saint-Didas. Vous avez des activités qui sont présentées pour parler justement de la culture.
Tourisme Lanaudière aussi vous invite à faire quelques activités extérieures. Ils annoncent beau, c'est un peu frais, mais c'est quand même le temps de faire des très belles activités. Il y a le labyrinthe de maïs à la ferme Guérivet. Vous avez les jardins de noix de Saint-Ambroise de Kildare, la ferme, le labyrinthe de maïs de Guérivet, c'est à Radon. La courgerie qui est dans notre coin ici avec Pascal Coutu et toute son équipe. Allez les encourager, c'est le temps d'aller chercher vos courges, d'aller passer une belle journée en plein air à la courgerie de Sainte-Élisabeth. Vous avez aussi le vignoble de Saint-Gabriel. Dans le coin ici aussi pour faire des belles marches, des belles activités. La chasse au canard est à nos portes, donc ça veut dire que les oiseaux migrateurs sont de retour. Vous avez la Cirbie qui est un sentier pédestre merveilleux et vous allez pouvoir voir justement plein d'oiseaux migrateurs. Vous avez aussi la halte à Saint-Barthélemy qui vous permet de faire des observations d'oiseaux. En cette période de l'année, on les entend le soir, si on demeure proche d'un lac ou d'une rivière, on les entend, ou du fleuve, excusez, on les entend régulièrement venir en grande bande, peut-être des milliers d'oiseaux qui viennent se reposer avant leur long périple pour s'en aller dans le sud. Eux autres, ils n'ont pas de COVID, donc ils prévoient, comme à tous les ans, partir pour aller dans les régions plus chaudes pour passer l'hiver. Vous avez maintenant à Saint-Calix, on parle de l'activité Aria Ferreria. C'est 45 activités éducatives, immersives et amusantes dans la forêt de Saint-Calix. Et vous avez aussi des choses à faire. Vous avez le Festival Lanaudière qui a fait une édition automnale. Comme vous le mentionnez, vous avez des spectacles qui sont présentés vendredi, samedi et dimanche à l'église, à la cathédrale de Joliette. Présentement, je sais que le spectacle avec Yannick Nézet-Séguin est complet, mais vous avez aussi samedi soir un très beau spectacle qui vous attend avec les violons du roi et un violoniste que vous avez pour dimanche soir. Vous pouvez voir les différentes activités sur le site du Festival Lanaudière et vous avez aussi pour le premier week-end, si vous vous promenez dans le centre-ville de Joliette, allez faire encore là des marches, des promenades de santé. Vous allez avoir aussi possiblement sur la terrasse de l'Albillon, on parle de Place Bourget, Parc La Joie, Antonio Barrec, Maison Antoine Lacombe et le Parc Amable Chalut. Vous allez avoir des pop-ups, vous allez avoir des spectacles non prévus. Là, vous vous promenez et ça devrait être entre 1h et 4h demain. Si par hasard vous passez dans le coin, ça se peut que vous entendiez le chorus qui est une initiative de 5 musiciens qui sont dans les instruments à vent. On vous souhaite une très belle fin de semaine. N'oubliez pas de profiter du beau temps et de profiter de la Naudière. On vous reparle la semaine prochaine de d'autres activités. CHRDL, le 7 septembre, est décédée à l'âge de 80 ans Mme Suzanne Ferland-Martin, demeurant à Berthierville. Elle était la fille de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Leduc et l'épouse de feu André Martin. Elle laisse dans le deuil ses fils, Jean Martin et sa conjointe Julie Lafrenière, ainsi que leurs filles Frédéric et Raphaël, son autre fils Louis Martin, son autre fils Philippe Martin et sa conjointe Marie-Hélène Robitaille, ainsi que leurs filles Alice et Sarah. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. Et Mme Ferland-Martin a longtemps œuvré pour le bien-être des enfants en tant qu'infirmière au CLSC d'Autrey. Elle a reçu tout au long de sa carrière apporter son aide et son soutien à de nombreuses familles de la région. La famille recevra les condoléances aujourd'hui, vendredi 18 septembre, à compter de 19h jusqu'à 22h, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et à compter de 9h demain, samedi, à l'église de Berthierville où seront célébrées les funérailles à compter de 10h. Et bien sûr, afin de témoigner de votre sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.
Maintenant, au centre hospitalier de la Naudière, le 7 septembre, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Jean Maillet, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Éric Maillet et sa conjointe Céline Chevalier, ainsi que sa petite-fille Erika, son frère Nelson Maillet et sa conjointe Lucille, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera ce samedi, le samedi 19 septembre, dès 14 h, en la chapelle du complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie suivra à 15 h. Et les cendres de M. Maillet seront ensuite inhumées au cimetière de Berthierville. Au CHDL, le 9 septembre, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Raymond Mirandette, conjoint de Sylvie Pilote, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Catherine Pilote-Mirandette et son conjoint Martin Roch-Lapointe, Caroline Pilote-Mirandette et son conjoint Richard Morin, de même que ses petits-enfants, Marie-Lou, Déric et Rosalie. Laisse aussi dans le deuil son frère Régent Mirandette, ses sœurs Doris Mirandette, Diane Mirandette et son conjoint Jacques Ducharme, de même que son beau-frère Sylvain Pilote et sa conjointe Joanne Bourassa, ainsi que ses neveux, nièces et autres parents et amis. Et des dons à la Société québécoise du cancer seraient appréciés. La famille vous accueillera ce samedi, le samedi 19 septembre, de 19 à 22 h, ainsi que le dimanche 20 septembre, dès 10 h, tout cela au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra une liturgie à la chapelle du complexe ce dimanche 20 septembre, à compter de 14 h. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, ciel variable avec une température prévue de 9 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera dégagé et la température descendra à 3 degrés Celsius. Seulement 3, alors, encore une fois, l'air venant de la fenêtre sera plus frais. Samedi matin, ce sera généralement ensoleillé avec passage nuageux, mais ça demeure frais avec 5 degrés Celsius. Samedi après-midi, le ciel sera variable et le mercure grimpera à 12 degrés. Samedi soir, passage nuageux et 8 degrés Celsius. Alors que dimanche, ce sera ensoleillé avec un maximum de 14 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Je prendrai quelques jours de congé bien mérités la semaine prochaine. Ma collègue Danielle Yvon tiendra le fort et je vous retrouve le lundi 28. Merci de continuer de vous informer avec nous. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.